je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde vidéo, mon bilan livresque de janvier 2023 que voici. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 5 livres, soit 2206 pages, oui c'est ça. Ce qui est plutôt une bonne performance, en tout cas pour ma part, moi je suis fière de moi. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, je lis 3 à 6 livres par mois. Enfin, de toute façon, tout dépend, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, selon mon état d'esprit du moment. Si j'accroche avec la plume de l'auteur, de l'autrice, avec le style, avec l'histoire, enfin bref. Comme tout le monde, je pense, tous ces critères rentrent en jeu et il y a des mois où je lis plus que d'autres, enfin bref, voilà. Et en plus de ça, je suis d'autant plus contente parce que en début d'année, pour tout vous dire, je m'étais fixée de lire 4 livres par mois, enfin un livre par semaine, donc soit 4 livres par mois. Et donc ce mois-ci j'en suis à 5, donc c'est plutôt cool parce que si au mois de février j'ai un déclin de lecture ou parce que le mois est plus court, et bien j'aurai ce petit bonus là qui traîne et qui pourra combler si besoin mon propre petit challenge personnel. Voilà voilà. Donc, pour en revenir à mes 5 lectures du mois, j'ai pas eu de coup de cœur à proprement dit, mais par contre de très très belles lectures, de belles découvertes aussi. Il y a juste un livre où j'ai été, je m'attendais à autre chose en fait, et du coup j'ai été déçue, je l'ai trouvé quand même assez long, mais de toute façon je vous en parle plus tard dans la vidéo. Voilà voilà. Et donc je voulais conclure cette introduction. Je vais le formuler à voix haute et devant vous aussi parce que sinon je vais jamais m'y tenir. Je me suis fixée comme but là dernièrement, avant de tourner cette vidéo, je me suis dit cette année Mélanie, tu réduis ta palle de 2023. Donc il me semble, je regarderai plus en détail, je vous ferai suivre l'évolution de cette palle tout au long des vidéos de cette année. Il me semble qu'à l'heure actuelle, je dois être entre 35 et 40 livres dans ma palle. Donc, prochaine vidéo en introduction, je vous ferai un petit point précis de cette évolution de palle. Voilà, en tout cas, j'espère qu'en décembre, le 31 décembre 2023, j'aurai réduit cette palle au maximum, même de quelques livres. C'est pas grave parce que malgré tout, il y a toujours des petites tentations qui arrivent par-ci par-là et qui augmentent la palle vertigineuse. On la regarde comme ça. Donc voilà, voilà. Je vous laisse maintenant avec mes lectures du mois. Alors, première lecture du mois, donc évidemment première lecture de l'année. Il s'agit de La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors, toute petite parenthèse concernant cette maison d'édition que j'aime beaucoup. En effet, ils ont toujours de magnifiques histoires. Les romans sont géniaux. La maison d'édition a un travail éditorial au niveau des couvertures, surtout de leurs brochets que j'adore. Franchement, c'est magnifique en général. Parce que bon, j'ai pas tout lu évidemment. J'ai découvert cette maison d'édition il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai lus, franchement, génial. Et alors, franchement, leurs poches, je les adore. Je les trouve vachement, comment dire, vachement souples et hyper maniables à la lecture. Et franchement, c'est hyper agréable. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Et je vous lis du coup le résumé. 1995, Londres. Johanna Aslam, brillante journaliste londonienne à qui rien ne semble sourire dernièrement, se retrouve tirée du lit par son patron pour aller couvrir les funérailles de Sir James Harrison, monstre sacré du cinéma britannique qui vient de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. Un reportage mondain qui a peu de chances de lancer sa carrière. Et pourtant, sous le luxe et le glamour qui entourent la dynastie Harrison, Johanna ne tarde pas à remonter la piste d'un secret. Déterminée à lever le voile sur plus de 70 ans de mensonges et de mystères, la jeune femme comprend qu'elle est devenue la cible de personnes haut placées, prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater.
Marcus Harrison, le charismatique et très troublant petit-fils du grand acteur, sera-t-il un allié ou un ennemi dans cette quête de vérité? Un amour interdit, un dangereux secret et une histoire qui se répète. Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir la plume de cette autrice. Et franchement, du coup, quand j'ai vu que ma soeur avait ce roman dans sa bibliothèque, j'ai sauté sur l'occasion. Et franchement, aucun regret, j'ai adoré. J'ai dévoré ce pavé de 650 pages en très peu de temps. Le seul bémol, du coup, c'est que du coup, vu que c'est un roman emprunté, ça ne réduit pas du tout ma palle. A contrario, ce roman, du coup, me permet de cocher ma première case du challenge Rêver dans les pages Charleston, qui est organisé par ma copine de lecture Chloé, de Chloé tourne les pages, et en parallèle avec Virginie de Mon rêve de thé sur Instagram. Si vous souhaitez participer à ce challenge et avoir plus d'infos, je vous mettrai le lien dans la bio. Bref, revenons à nos moutons. Tout ça pour dire qu'en fait, franchement, j'ai adoré ce roman. C'est un livre qui est hyper bien, enfin l'intrigue est hyper bien menée. Il est complètement addictif ce livre. On le commence, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à la fin, découvrir le dénouement. C'est pour ça que ça se tourne clac 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 à une vitesse folle. On arrive au bout de ce roman et on n'est pas déçu, franchement. La fin, c'est une explosion. On est plongé dans les secrets, les mensonges et les scandales de la monarchie anglaise, tout ça accompagné des journalistes du coup et des services secrets. Alors je ne vais pas trop vous détailler et vous en dire plus, je préfère vous laisser découvrir parce que j'ai trop peur de vous spoiler. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu, ce roman, il vaut vraiment le détour, c'est génial. Franchement, c'est génial. Découvrir cette chasse au scandale, franchement vous n'allez pas vous ennuyer, ouais, je le redis encore, c'est génial, franchement foncez. Ah. Promis, vous allez passer un excellent moment. En plus de ça, pour la petite info supplémentaire, la maison d'édition Charleston a fêté ses 10 ans tout récemment et pour l'occasion ils ont sorti une version collector de ce roman qui est absolument magnifique. Alors franchement, si vous ne l'avez pas déjà et que vous comptez le lire, franchement foncez, c'est l'occasion. Foncez, 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 foncez! Alors maintenant, ma seconde lecture, alors celle-ci a été beaucoup plus mitigée, je vous en parle tout de suite. Alors, il s'agit du Manoir de Tyneford de Natasha Solomon aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Au printemps 1938, l'Autriche n'est plus un havre de paix pour les Juifs. Élise Landau, jeune fille de la bonne société viennoise, est contrainte à l'exil. Tandis que sa famille attend un visa pour l'Amérique, elle devient domestique à Tyneford, une grande propriété du Dorset. C'est elle désormais qui polit l'argenterie et sert à table. Au début, elle se fait discrète, dissimule les perles de sa mère sous son uniforme, tait l'humiliation du racisme, du déclassement, l'inquiétude pour les siens, et ne parle pas du manuscrit que son père, écrivain de renom, a caché dans son alto. Peu à peu, Élise s'attache au lieu, s'ouvre aux autres, se fait aimer, mais la guerre gronde et le monde change. Élise aussi doit changer. C'est à Tyneford pourtant qu'elle apprendra qu'on peut vivre plus d'une vie et aimer plus d'une fois. Vous qui maintenant me connaissez un peu mieux, vous en conviendrez avec moi que ce roman avait tout pour me plaire. Tous les critères étaient là pour qu'il me plaise. J'aurais dû adorer ce roman. Et pourtant, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal avec la plume de l'autrice. Alors, je précise quand même que c'est super bien écrit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Seulement, avec moi, ça n'a pas matché. Elle n'a pas réussi à me transporter comme je l'aurais voulu, et là où je l'aurais voulu, pardon. Le roman est long, très long à la détente pour pas grand chose je trouve. Je me suis ennuyée franchement quasiment tout le long du roman. Il y a juste à la fin où je trouvais c'était un peu plus intéressant, mais bon j'étais contente de le terminer en tout cas. Alors, par contre je précise que c'est un avis purement et simplement personnel. Il n'y a rien contre l'autrice, rien contre quoi que ce soit, mais avec moi ça n'a pas matché. A contrario, il y a plein de bookstagrammeuses et de booktubeuses
qui ont apprécié ce roman. C'est d'ailleurs la chronique de la lectrice gourmande qui m'a donné envie de le découvrir. Donc c'est vraiment moi que ça n'a pas touché et que ça m'a pas mené là où je voulais, mais vous, ça peut très bien vous plaire. Je vous recommande d'ailleurs de le découvrir par vous-même et de vous faire votre propre avis, parce que peut-être que le mien ne sera pas le vôtre et inversement. D'ailleurs, si celles qui l'ont lu et qui l'ont aimé, n'hésitez pas à commenter et à me dire le pourquoi du comment, parce que du coup, ça m'intéresse de savoir ce qui vous a touché dans ce roman. Alors malgré tout ça, je trouve que c'est un bel hommage à toutes ces personnes de familles un peu aisées qui ont pu être sauvées, familles juives, qui ont pu être sauvées par des visas d'employés de maison. Je trouve que oui, ça leur rend hommage, c'est joli. Après, comment dire, parce qu'en fait c'est d'ailleurs ce point-là qui m'a attirée vers cette lecture. Parce que c'est un point de cette période sombre de notre histoire que je ne connaissais pas du tout en fait, et que je découvre complètement. Mais il y a des points pour moi qui auraient mérité d'être un peu plus approfondis et d'autres un peu moins d'ailleurs, parce que du coup je pense que c'est ça qui a rendu ma lecture un peu longue. Mais ouais, il y avait certains points que j'aurais aimé un peu, que ça soit un peu plus approfondi durant la lecture et d'autres moins, voilà. Voilà pour cette lecture. Ma troisième lecture n'est autre que Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors je vous lis le résumé. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père, fantasque, vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Pour la petite histoire, ce livre-là m'a été offert par ma maman à l'occasion de ma première fête des mères l'année dernière. C'est pour ça que je l'aime tout particulièrement, enfin une des raisons du moins. Alors je crois que ce n'est pas nécessaire que je présente l'autrice. C'est l'une des plus emblématiques et en vogue de la littérature contemporaine actuelle. C'est l'une de mes chouchoutes d'ailleurs. Pour moi, Virginie Grimaldi égale une valeur sûre à tous les coups. Ces romans, ils mettent toujours du baume au cœur et c'est le cas de nouveau avec celui-ci. On suit donc ici Jean et Juliane. C'est donc une relation père-fille dans laquelle va s'inviter la maladie d'Alzheimer brusquement et sans invitation. Donc c'est un sujet dur, mais il est amené avec beaucoup de douceur et beaucoup d'humour, comme si bien le faire Virginie Grimaldi. Elle manie cet art avec brio comme à chaque fois. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver sa plume dans ce roman. Comme toujours, voilà, il n'y a pas une valeur sûre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je ne peux que vous recommander ce roman, vous allez passer un excellent moment. Lecture numéro 4 maintenant, il s'agit Les bruits du souvenir de Sophie Astrabi aux éditions Flammarion. Alors je vous lis le résumé pour commencer. Après la mort de sa mère, Claire découvre que celle-ci lui a légué un carnet ainsi qu'un appareil photo dans lequel se trouve une pellicule. Le lien entre les deux objets? Un petit village de l'Aveyron où la jeune femme a passé les étés de son enfance. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter sous une autre identité. Claire s'installe à Marelle, en quête de ce passé flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. Au fil des pages et des clichés, elle découvre des souvenirs qui vont bousculer ses croyances. Les bruits du souvenir, c'est l'histoire d'une fuite pour mieux se retrouver. Sophie Astrabi explore les bruits de fond du passé et leur perception, ainsi que notre capacité à nous créer les nôtres. C'est donc avec ce roman, il me semble que c'est son dernier au compteur, que je découvre la plume de Sophie Astrabi.
que j'ai trouvé très agréable. C'est vraiment une jolie découverte. Ce roman-là, il inclut une double temporalité et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les romans. C'est pour ça que j'ai bien apprécié. En plus de ça, l'intrigue du coup de ce roman est assez sympa c'est un roman assez addictif en fait. Les romans, n'importe quoi, excusez-moi, les chapitres sont assez courts et donc du coup ça se lit très facilement. Malgré tout, il y a quand même presque 400 pages et pourtant franchement ça se lit rapidement. Ce roman est plutôt bien rythmé. Mais un peu trop parfois je trouve. Je trouvais qu'à certains moments on passait d'une chose à l'autre très rapidement. Et certaines choses sont posées là, mais je trouvais pas qu'elles apportaient énormément de plus à l'intrigue. Ça nous amenait pas de plus à l'histoire en fait. Et j'ai trouvé ça dommage. Alors soit c'était parce que le passage n'était pas forcément nécessaire, soit il n'était pas approfondi et j'ai trouvé ça dommage parce que je pense qu'il y a certains passages, certains sujets qui auraient pu être un peu plus travaillés, un peu plus dans la précision, dans je sais pas comment dire, ouais, un peu plus approfondi en fait pour que ça ait un intérêt dans l'histoire. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, ça c'est mon pur ressenti personnel. Est-ce que vous me rejoignez dans ce ressenti ou bien je suis complètement à côté de la plaque et enfin ou pas d'ailleurs, mais est-ce que on se rejoint sur ce ressenti ou pas? Vous les personnes qui l'avez lu, ça m'intéresse en commentaire de savoir ce que vous en avez pensé. Cela reste malgré tout une très bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. C'est une belle histoire contemporaine comme on les aime, avec un joli message d'espoir. En tout cas, j'espère ne pas rester sur celui-ci et découvrir les deux autres romans de l'autrice. Il me semble que c'est... Alors attendez, je crois que je l'ai vu. Le Pacte d'Avril et La Somme de nos vies. Donc j'ai entendu beaucoup de bien sur Bookstagram, etc. etc. Donc voilà, j'espère le découvrir prochainement. Je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce roman. Ça m'intéresse beaucoup. Désolée, c'est encore moi. J'ai complètement omis de vous faire part d'un petit point que je trouve quand même assez important. En tout cas, moi, ça me plaît pas mal. Je trouvais dommage qu'au niveau éditorial, il n'y ait pas eu un peu plus de travail, dans le sens où les passages historiques et les passages présents ont tous la même police du début à la fin et je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand c'est bien différencié au visuel. Voilà, même si c'est daté, je trouvais que ça donne un petit plus à la lecture et c'est dommage que ça n'ait pas été le cas. Désolée. Voilà, ça sera tout pour cette lecture. Et alors, cinquième et dernière lecture de ce mois-ci, Le sang des Belasco de Christelle Duchamp aux éditions L'Archipel Poche. Alors, je vous lis le résumé, pardon. 5 frères et sœurs sont réunis dans la maison de famille, la Casa Belasco, une vaste bâtisse isolée au cœur d'un domaine viticole de Provence. Leur père, un vigneron taiseux, vient de mourir. Il n'a laissé qu'une lettre à ses enfants et ce qui leur élève les sidère. Leur mère ne se serait pas suicidée, comme l'avaient affirmé les médecins 6 mois plus tôt. Elle aurait été assassinée. Au cours de la nuit, non-dit, jalousie et rancœur accumulées au fil des années vont se déverser. Quant à la maison, coupée du monde extérieur, elle semble douée de sa propre volonté. Alors, ça m'arrive de lire des thrillers, la preuve en image. Alors c'est sûr, c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans ma bibliothèque, mais de temps en temps j'aime bien, c'est beaucoup par période chez moi. Il y a des périodes où je vais être très thriller et d'autres pas du tout, enfin voilà. Bref. En tout cas, à force de voir pour passer ce roman sur les comptes Instagram des copines, j'ai eu beaucoup envie de découvrir l'univers de Christelle Duchamp. Chose faite et franchement une superbe découverte. Je regrette pas, aucun regret, merci les copines pour ça parce que franchement c'est sûr et certain que je vais me procurer les deux autres romans qui sont déjà sortis en poche. Il y a L'Art du meurtre, son tout premier roman il me semble. Le second, l'autre, je me rappelle plus. Et il y a son dernier 4e roman qui va sortir au mois de mars. Bon, ça, j'attendrai qu'il sorte en poche pour me le procurer. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire les prochains romans de cette autrice, en tout cas. Vous l'aurez compris, donc du coup, j'ai passé un super moment avec ce roman.
La fin de ce huis clos, franchement, waouh. Il fait vraiment froid dans le dos. Franchement, j'ai adoré. En plus, c'est un roman court, donc ça se lit assez facilement. Il y a quoi, un peu moins de 260 pages. Et franchement, on a envie de savoir la fin. Et alors, cette fin, vraiment, waouh, je le redis. Vraiment, waouh. Pour vous en dire un tout petit peu plus sur ce roman, sans trop non plus, parce que c'est pas le but. On suit donc les 5 frères et sœurs, Philippe, Mathieu, David, Garance et Solène. Chaque chapitre, ça correspond à un personnage. On découvre en fait leur personnalité, leur vision des choses, comment ça se déroule à travers leurs yeux. Enfin, en tout cas, c'est super chouette. Chaque chapitre, ça change. Enfin voilà, c'est un super moment. Lisez-le, franchement, ça vaut le coup. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le suspense est à son comble du début à la fin, vous ne serez pas déçus. J'ai adoré, moi, personnellement, l'ambiance de ce roman particulièrement. Ça change totalement de mes lectures habituelles et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Ça me change un peu. Et d'ailleurs, c'est un peu ma période thriller en ce moment. Alors, si vous avez des suggestions de thrillers à me communiquer, j'en serais ravie de les trouver dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas, franchement. Alors, tout récemment, je me suis procuré Les Refuges de Jérôme Loubry, que je vois énormément passer sur Instagram aussi dans les comptes des copines. Il m'intrigue beaucoup, donc j'avais envie de le découvrir. Je pense pas que je le lirai tout de suite, je pense le lire au courant mois d'avril, je pense. Mais en tout cas, si vous en avez d'autres, pas forcément de Christelle Duchamp, mais parce que je vais me les procurer de toute façon, mais d'autres auteurs de thrillers un peu dans le même genre qui sont sympas et que vous me conseillez de découvrir, je suis toute oui. J'attends ça avec impatience. Merci d'avance. Et voilà pour cette vidéo, on a fait le tour de mes 5 lectures du mois de janvier 2023. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve fin février, début mars pour mon bilan de lecture du mois de février. En attendant, j'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, qu'elles vous plairont. En tout cas, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous à ce sujet si vous le désirez. Et merci d'avance pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie et vous souhaite une très très belle journée.